Une femme seule sur une terre déchirée par la guerre ouvre sa porte à un guerrier agonisant du camp adverse. Ce qui suivit allait bouleverser leur existence à jamais et remettre en question toutes leurs certitudes. Jeanne Dubois vivait en solitaire dans sa modeste chaumière en lisière des grandes forêts du Nord depuis près de 2 ans. Après avoir perdu son époux, emportée par une fièvre soudaine, elle avait appris à survivre par ses propres moyens, cultivant son petit potager, chassant lorsque les réserves amenuisaient et vivant en recluse. Le village le plus proche se trouvait à 3 jours de cheval, et les visiteurs se faisaient rares dans ce territoire contesté, où les tensions entre les colons et les tribus locales étaient à leur paroxysme. Était un matin des automnes vifs et clairs lorsque tout bascula. Jeanne venait de terminer la collecte des œufs dans son petit poulailler lorsqu'elle entendit un gémissement de douleur, distinctement humain. Sa main se porta instinctivement vers le mousquet qu'elle gardait appuyé contre le mur de rondins. « Qui est là » lança-t-elle, la voix ferme malgré les battements affolés de son cœur. Obtenant aucune réponse, Jeannès avança prudemment vers elle, avant de s'approprier. C'est alors qu'elle l'aperçut. Un jeune guerrier des tribus de l'Ouest, effondré face contre terre près de son seuil. Le sang imbibait ses vêtements de peau de daim. Une blessure par balle au flanc saignait abondamment. Jean se fija. Les colons et le peuple de cet homme étaient engagés dans un conflit sanglant depuis des années. Ses propres voisins, les Leroux, avaient péri lors des raids été précédents. Chaque instinct lui hurlait de barricader sa porte et de laisser la nature suivre son cours. Cet homme était son ennemi. Pourtant, quelque chose des hautresses éveilla en elle. Le souvenir de son mari, un médecin qui avait fait le serment de secourir quiconque était dans le besoin, sans distinction de camp. « Que Dieu me vienne en aide », murmura-t-elle en posant son arme pour s'approcher du blessé. Il était jeune, peut-être pas plus de 25 ans, avec de longs cheveux noirs et la douleur gravée sur ses traits. Ses yeux entr'ouvrirent alors qu'elle agenouillait près de lui, révélant un éclair de peur fugace avant de se voiler à nouveau sous la souffrance. « Je vais vous aider », dit Jeanne, sachant pertinemment qu'il ne comprenait sans doute pas sa langue. « Mais je ne peux pas vous porter seul. Il va falloir essayer de vous lever. » Utilisant des gestes plus que des mots, Jeanne parvint à lui faire comprendre son intention. Au prix d'un effort considérable, elle aida le guerrier à se mettre debout. Il était plus grand qu'elle ne l'avait estimé et, malgré sa blessure, il se mouvait avec une grâce naturelle. Ensemble, ils trébuchèrent jusque dans la cabane où elle le guida vers son propre lit. « Je m'appelle Jeanne », dit-elle en se désignant du doigt, tout en rassemblant des linges propres et une bassine d'eau. Elle observait avec lassitude, la main toujours pressée contre son flanc. Après un moment d'hésitation, il répondit une voix rauque. « Tekoa ». Jeanne hocha la tête, accusant réception de cette présentation. « Tekoa, je vais vous soigner, mais je dois examiner la blessure. » Elle fit un signe vers son flanc et, après une brève réticence, Tekoa écarta sa main. La balle avait déchiré la chair, mais après ce que Jeanne pouvait juger, elle avait traversé sans toucher des organes vitaux. C'était la perte de sang qui l'inquiétait le plus. Tandis qu'elle affairait à nettoyer et bander la plaie, l'esprit de Jeanne tournait à toute vitesse, envisageant les conséquences de ses actes. Si des colons découvraient qu'elle hébergeait un guerrier ennemi, cela serait considéré comme de la haute trahison. Si le peuple de Tekoa la trouvait, il pourrait supposer que était elle qui l'avait abattue. « Vous êtes en sécurité ici », dit-elle, plus pour se rassurer elle-même que pour lui. Pour elle instant, du moins. Tekoa, observait avec des yeux sombres et intelligents qui semblaient évaluer chacun de ses gestes. Lorsqu'elle eut fini de panser sa blessure, il saisit doucement son poignet, un geste qui la fit sursauter. Mais au lieu de la menace qu'elle redoutait à moitié, il hocha simplement la tête une fois, une expression claire de gratitude. Cette nuit-là, Jeanne dormit dans un fauteuil près de elle, âtre, son mousquet sur les genoux. Elle se réveilla fréquemment pour surveiller son patient, dont la fièvre avait commencé à monter au fil des heures. Au matin, Tekoa était brûlant, murmurant des mots dans sa langue natale que Jeanne ne pouvait saisir. « Tenez bon », chuchota-t-elle en posant un linge frais sur son front. « Accrochez-vous ». Elle se remémora les enseignements de son mari sur les fièvres traumatiques et fouilla dans sa petite réserve des herbes séchées. Trouvant ce dont elle avait besoin, elle infusa une tisane forte et encouragea Tekoa à la boire. Tout au long de la journée, elle répéta ce processus, guettant avec anxiété le moindre signe d'amélioration. Au coucher du soleil, la fièvre tomba et Tekoa sombra dans un sommeil plus paisible. Jeanne autorisa à se détendre légèrement, effondrant dans son fauteuil, épuisée. Elle avait fait le choix de traiter cet homme comme un être humain en détresse, plutôt que comme un ennemi. Elle devrait désormais vivre avec les conséquences. Le lendemain matin, Jeanne éveilla pour trouver Tekoa qui observait. Il était assis dans le lit,
encore pâle mais visiblement plus fort que la veille. Merci, dit-il dans un français fortement accentué mais clair, la surprenant totalement. Vous parlez notre langue? Demanda Jeanne, incapable de dissimuler sa stupeur. Tekoa opina du chef. Un peu. Appris un missionnaire qui a vécu avec mon peuple pendant 2 étés. Jeanne approcha prudemment pour vérifier ses bandages. La blessure guérit bien. Vous avez de la chance que la balle ait traversé proprement. Pas de la chance, répliqua Tekoa. Les esprits M ont guidé ici. Jeanne ne savait trop que répondre. Son éducation stricte ne laissait guère de place aux esprits guides, mais elle respectait ses croyances. Qui vous a tiré dessus? Demanda-t-elle à la place. L'expression de Tekoa assombrie. Des soldats. Ils ont attaqué notre groupe de chasse près de la rivière. J'y ai été séparé de mes frères. Jeanne se tendit à la mention des soldats. Ils patrouillaient dans les environs, ils pourraient venir, cherchant des survivants. Trouver une colombe hébergeant un guerrier blessé mènerait à de graves ennuis. Les vôtres vont vous chercher, dit-elle. Ce n'était pas une question. Oui, confirma Tekoa. Mais ils ne sauront pas chercher ici. Il fit un geste vers la cabane, puis vers Jeanne. Pourquoi aider ennemis? La question resta suspendue dans l'air entre eux. Jeanne se dirigea vers la cheminée, ravivant les braises tout en réfléchissant à sa réponse. Mon mari était médecin, finit-elle par dire. Il croyait que la guérison passait avant toute autre préoccupation. Avant les camps et la guerre, avant les différences dans nos prières ou nos façons de vivre. Elle se tourna pour faire face à Tekoa. Je ne suis pas médecin, mais je ne pouvais simplement pas vous laisser mourir sur mon seuil. Tekoa étudia son visage comme il cherchait une trace de duplicité. En trouvant aucune, il hocha lentement la tête. Votre mari, où est-il maintenant? Il est mort il y a 2 hivers. La fièvre, a emporté en 3 jours. Une lueur de compréhension traversa le visage de Tekoa. Je suis désolé. Perdre sa moitié, c'est comme perdre une partie de son esprit. Jeanne fut frappée par la justesse avec laquelle il avait capturé son sentiment de perte. Pour la première fois depuis qu'elle l'avait trouvé blessé, elle voyait véritablement Tekoa non pas comme un guerrier étranger, mais simplement comme un autre être humain qui comprenait le deuil. Vous devriez vous reposer, dit-elle en se ressaisissant. Je vais préparer à manger. Tandis qu'elle préparait un ragoût simple, Jeanne se retrouvait dans une situation impossible. Le conflit entre les colons et les tribus avait coûté des innombrables vies des 2 côtés. En aidant Tekoa, elle se mettait en danger vis-à-vis de son propre peuple comme du sien. Pourtant, quelque chose lui disait qu'elle avait fait le bon choix. Un choix que son mari aurait approuvé. Ce qu'elle ignorait, était à quel point cette décision allait changer sa vie dans les jours à venir. 3 jours passèrent, Tekoa récupérant régulièrement sous les soins de Jeanne. Chaque jour apportait de nouvelles révélations alors qu'ils partageaient prudemment des fragments de leur vie. Jeanne apprit que Tekoa était le fils d'un ancien respecté, qu'il avait une jeune sœur dont les broderies de perles étaient les plus fines de la tribu, et qu'avant elle escalade des conflits avec les colons, il avait rêvé de devenir guérisseur parmi les siens. Mon grand-père a enseigné les plantes qui soignent, expliqua-t-il en observant Jeanne changer ses pansements. Il disait que J avait le don de voir quelles herbes portaient la médecine la plus forte. Mon mari aurait aimé apprendre de votre grand-père, répondit Jeanne. Il était toujours en quête de nouveaux remèdes. Ces échanges feutrés bâtirent un pont fragile entre eux, mais la réalité ne quittait jamais l'esprit de Jeanne. Tekoa guérissait vite et serait bientôt assez fort pour retourner vers son peuple. Cette pensée lui apportait autant de soulagement qu'un sentiment inattendu de perte. Au matin du 4e jour, alors que l'aube se levait sur la prairie, Jeanne fut réveillée par le bruit de chevaux en approche. Saisissant son fusil, elle se précipita à la fenêtre. Des cavaliers, sifflait-elle en se hâtant vers Tekoa. 3 hommes, des colons à en juger par leur allure. Tekoa tenta immédiatement de se lever, le corps tendu, prêt au combat malgré sa blessure. Non, dit fermement Jeanne en le repoussant doucement. Vous n'êtes pas encore assez fort, et s'ils vous trouvent ici, ils nous tueront tous les 2. Elle réfléchit à toute vitesse. Sous le lit, il y a un espace entre les lattes du plancher où je cache mes valeurs. C'est juste assez grand pour un homme si vous vous allongez à plat. Tekoa n'hésita qu'un instant avant d'acquiescer. Avec l'aide de Jeanne, il se glissa dans la cachette, et elle replaça rapidement la planche mobile, la recouvrant du coin un tapis tressé. Elle venait à peine de lisser sa robe et ses cheveux qu'on frappa à la porte. Prenant une profonde inspiration, Jeanne ouvrit pour découvrir 3 hommes à cheval. Elle reconnut immédiatement le meneur, Jacques Morel, un éleveur dont la haine envers les tribus était légendaire depuis que la famille de son frère avait péri lors un raid. « Bonjour, Madame Dubois », dit Morel en ôtant son chapeau.
Sa politesse de façade atténuait en rien la dureté de son regard. « Désolé de vous déranger si tôt, monsieur Morel, » répondit Jeanne d'un hochement de tête. « Qu'est-ce qui vous amène par ici? Nous traquons un groupe de guerre. Ils ont tendu une embuscade à une patrouille de cavalerie il y a 3 jours. La plupart des sauvages ont été tués, mais nous pensons qu'1 ou 2 ont échappé au massacre. On a vu des traces de sang menant dans cette direction. » Ses yeux scrutèrent la zone derrière elle. « Vous avez vu quelque chose d'inhabituel ces derniers jours? Des étrangers de passage ?» Jeanne garda une expression neutre. « Non monsieur, je me suis occupé de mon jardin et de mes bêtes. Je n'ai pas vu âme qui vive. » Morel étudia son visage un instant, et Jeanne sentit son cœur battre à tout rompre dans sa poitrine. Finalement, il hocha la tête. « Eh bien, soyez prudente, Madame Dubois. Vivre ici seule n'est pas sûr avec ces barbares qui rôdent. Si vous voyez quoi que ce soit, tirez 3 coups en LR. Quelqu'un elle entendra et viendra. J'y apprécie votre sollicitude, dit Jeanne. Mais je me débrouille très bien toute seule. » Les yeux de Morel se plissèrent légèrement. « Votre mari était un homme bon, Madame Dubois. Il n'est plus là pour vous protéger. Vous devriez songer à déménager en ville, là où c'est plus sûr. C'est ma maison, monsieur Morel. Je ne partirai pas. » L'éleveur soupira. « Comme vous voudrez. » Il fit mine de partir, puis arrêta. « Ça vous dérange si on fait boire nos chevaux au ruisseau avant de repartir ?» Jeanne hésita qu'une fraction de seconde. « Bien sûr que non. Servez-vous. » Tandis que les hommes mettaient pied à terre et menaient leur monture vers le petit cours des eaux qui courait derrière sa propriété, Jeanne resta sur le seuil, les mains crispées sur sa jupe. Elle pouvait sentir la présence de Tekoa dans la cabane derrière elle comme un poids physique. Après ce qui sembla être une éternité, les hommes revinrent vers leurs chevaux. Morel toucha à nouveau le bord de son chapeau. « Prenez soin de vous, Madame Dubois, et souvenez-vous de ce que j'y ai dit. 3 coups de feu si vous avez besoin d'aide. » Jeanne hocha la tête et les regarda éloignés, attendant qu'ils soient bien hors de vue avant de se précipiter à l'intérieur. Elle déplaça vivement le tapis et souleva la planche. Tekoa émergea, le visage luisant de sueur due à l'espace exigu et à la tension sur sa blessure en guérison. « Parti » demanda-t-il, la voix serrée. « Oui » répondit Jeanne en aidant à retourner sur le lit. « Mais ils fouillent la zone. Ils savent que quelqu'un a échappé à l'embuscade. » Le visage de Tekoa se durcit. « Pas embuscade. Nous chassions. Les soldats ont attaqué sans avertissement. » Jeanne ne savait que croire. Les 2 camps avaient leur version des faits, et la vérité se perdait souvent dans le récit. Ce qu'elle savait, était que la présence des patrouilles signifiait que Tekoa ne pouvait pas partir en sécurité, et que le garder ici devenait de plus en plus dangereux. « Vous devez vous reposer, » dit-elle en vérifiant que sa plaie ne s'était pas rouverte. « Les hommes vont probablement continuer leurs recherches vers le nord et l'ouest. Cela devrait nous donner quelques jours avant qu'il ne soit sûr pour vous de voyager. » Tekoa saisit sa main. « Pourquoi continuer à risquer? Homme a dit que tu devrais aller en ville. Ce serait plus sûr pour toi. » Jeanne retira doucement sa main. « Je vous l'ai dit, c'est ma maison. Je ne me laisserai pas chasser par la peur. » Elle se détourna, afférent à préparer le petit déjeuner. « De toute façon, vous n'êtes pas assez rétabli pour voyager. » Plus tard cet après-midi-là, alors que Jeanne étendait du linge dehors, elle repéra un panache de poussière au loin. Abritant les yeux du soleil, elle distingua un petit groupe de cavaliers. Ils se déplaçaient dans la direction opposée à celle prise par Morel et ses hommes, mais leur allure était différente, plus fluide sur leur monture. Même à cette distance, Jeanne sut que ce n'étaient pas des colons. Des guerriers, cherchant leurs frères disparus. Jeanne se hâta de rentrer, le cœur battant. « Il y a des cavaliers de votre tribu au sud, » dit-elle à Tekoa, qui était assis près de la fenêtre, l'air plus vigoureux que qu'il ne l'avait été ces derniers jours. Ses yeux illuminèrent. « Mon peuple me cherche. » Il fit mine de se lever, mais Jeanne l'arrêta. « Vous ne pouvez pas aller vers eux maintenant. Les colons fouillent encore la zone. Ils voient votre peuple, ce sera un carnage. » Tekoa semblait déchiré, voulant clairement rejoindre sa tribu, mais comprenant le danger. « Ils trouvent ta cabane, te voient seul. » La rasa reste en suspens. Implication lourde de sens flottait entre eux. Jeanne connaissait les risques. Pour beaucoup de guerriers, les colons étaient des ennemis à éliminer, tout comme de nombreux colons voyaient tous les indigènes comme des sauvages à chasser ou à tuer. « Ils ne nous trouveront pas, » affirma Jeanne avec plus d'assurance qu'elle en ressentait. La cabane est masquée par les arbres, et il semble se diriger vers l'ouest. À la tombée de la nuit, Jeanne et Tekoa restèrent assis dans un silence tendu,
guettant le moindre bruit de cavalier venant de telle une ou autre direction. La gravité de leur situation pesait lourdement sur eux deux. Si mon peuple me trouve ici, finit par dire Tekoa, je leur dirai que tu aimes à sauver la vie, que tu haines et pas ennemi. Jeanne lui adressa un sourire triste. Vous croiront-ils? Le silence de Tekoa fut une réponse suffisante. Et si tes amis colons me trouvent, poursuivit-il après un moment. Leur diras-tu que je ne t'ai, et pas fait de mal? Ce ne sont pas mes amis, répliqua Jeanne. Mais oui, je leur dirai. Je doute cependant que, ils écoutent, pas plus que votre peuple ne le ferait. Ils restèrent de nouveau silencieux, le feu crépitant entre eux, projetant de longues ombres sur les murs de bois. Deux personnes issues de monde en guerre, trouvant un fragile moment de compréhension dans l'œil du cyclone. Demain, déclara Tekoa un ton décisif. Je pars demain soir. Je peux voyager dans l'obscurité, éviter les deux groupes de recherche. Jeanne voulut protester qu'il n'était pas encore assez fort, mais elle savait qu'il avait raison. Chaque jour qu'il restait augmentait le danger pour eux deux. Je préparerai de la nourriture pour votre voyage, dit-elle, acceptant inévitable. Et j'y envelopperai des bandages supplémentaires pour votre blessure. Tekoa étudia son visage à la lueur du feu. Pourquoi triste? Tu seras en sécurité quand je serai parti. Jeanne leva les yeux, surprise qu'il ait lu son expression si facilement. Je ne suis pas triste. Je suis inquiète pour votre sécurité. Ce n'était pas toute la vérité. Et d'une certaine manière, elle savait que Tekoa en était conscient. En quelques jours, cet homme qu'elle aurait dû craindre était devenu quelqu'un à qui elle tenait. Pas de manière romantique, mais de la façon dont un être humain reconnaît la valeur de la vie et de l'esprit d'un autre. J'y ai survécu à bien des dangers, dit Tekoa avec une confiance tranquille. Je survivrai à celui-ci aussi. Jeanne hocha la tête, espérant qu'il avait raison. Alors qu'il se préparait pour son départ la nuit suivante, aucun des deux aurait pu imaginer comment leur chemin se croiserait à nouveau, ni la tempête qui se préparait à l'horizon. La journée suivante s'écoula avec une tension presque insupportable. Jeanne se surprenait à vérifier constamment l'horizon tandis que Tekoa testait ses forces, marchant dans la cabane et pratiquant des mouvements qui ne rouvriraient pas sa plaie. L'après-midi venu, il était clair qu'il avait suffisamment récupéré pour voyager, bien que Jeanne s'inquiétât toujours du long périple de retour vers les siens. Alors que le crépuscule approchait, Jeanne fit un petit ballot de provisions, de la viande séchée, des galettes de maïs et une petite bourse d'herbes médicinales. Elle y ajouta une outre et, après un moment d'hésitation, le petit couteau de chasse qui avait appartenu à son mari. Pour vous protéger, dit-elle en lui tendant la lame. Et pour vous souvenir que tous les colons ne souhaitent pas de mal à votre peuple. Tekoa accepta le présent avec une révérence solennelle. Je le garderai toujours, promit-il en le glissant à sa ceinture. Et je me souviendrai. Femme qui a sauvé ennemi quand des autres auraient laissé mourir. Jeanne aida à façonner un arc de fortune à partir d'une branche flexible. Pas aussi puissant que le sien aurait été, mais suffisant pour chasser du petit gibier si nécessaire. Lorsqu'elle obscurité totale tomba, ils surent tous deux qu'il était temps pour lui de partir. Suivez le ruisseau vers le sud pendant 2 jours, instruisit Jeanne. Il vous mènera à la rivière. Votre peuple campe souvent près du coude avec les 3 gros rochers. Tekoa la regarda avec surprise. Tu connais nos campements? J'y explore ces terres depuis 2 ans, répondit Jeanne. J'y ai vu votre peuple de loin. Je suis toujours resté caché. Une nouvelle compréhension passa entre eux. Jeanne avait vécu aux côtés de la tribu tout ce temps, ne cherchant ni le conflit ni le contact, coexistant simplement sur la même terre. Tekoa hocha la tête, puis plongea la main dans une petite bourse à sa taille. Il en retira un simple bracelet de cuir orné une unique perle bleue. Ceci appartenait à ma mère, dit-il en le tendant à Jeanne. Maintenant à toi. Si jamais tu es en danger par mon peuple, montre ceci, dit le nom de Tekoa, fils du chef Matowak. Ils ne te feront aucun mal. Jeanne hésita avant d'accepter ce cadeau lourd de sens. Je ne peux pas prendre quelque chose aussi personnel. Tu aimes à donner la vie, dit simplement Tekoa. Petite chose en retour. Reconnaissant l'importance de l'échange, Jeanne noua soigneusement le bracelet autour de son poignet. Merci. Ils restèrent maladroitement un moment, 2 personnes de mondes différents qui avaient brièvement partagé le même espace. Puis Tekoa la surprit en tendant la main, imitant la salutation des colons qu'il avait observée. Jeanne la saisit et ils se serrèrent la main à la manière formelle de son peuple. Que votre voyage soit sûr, dit-elle. Que le grand esprit veille sur toi, répondit-il. Sur ce, Tekoa se glissa dans les ténèbres, se mouvant avec la furtivité naturelle des siens.
Jeanne resta sur le seuil de sa cabane, le regard perdu dans l'obscurité, longtemps après que la silhouette de Tekoa se fût fondue dans la nuit. Ce est que à cet instant qu'elle s'autorisa à ressentir le vide immense qui envahissait les lieux. Pendant près d'une semaine après le départ du guerrier, le moindre bruit la faisait sursauter. Elle redoutait autant le retour des miliciens que celui des tribus. Mais personne ne vint, et peu à peu, elle reprit sa routine solitaire, soignant son jardin, veillant sur ses bêtes et se préparant à l'arrivée de l'hiver. La première neige tomba tôt cette année-là, poudrant la prairie de blanc dès la fin octobre. Jeanne venait de mettre en conserve les derniers légumes de la saison lorsqu'elle entendit le grondement sourd de sabots frappant la terre gelée. Cette fois, il ne s'agissait pas de 3 cavaliers, mais d'une troupe entière. Le cœur battant, elle saisit son fusil et épia par la fenêtre. Ce qu'elle vit lui glaça le sang. Une unité de cavalerie, au moins 20 soldats, approchait de sa cabane. À leur tête chevauchait un officier à la prestance indéniable, et à ses côtés, son estomac se noua, se trouvait Jacques Morel. Jeanne prit une profonde inspiration et sortit à leur rencontre, son arme tenue avec désinvolture mais prête à servir. Madame Dubois, salua officier en effleurant le bord de son bicorne. Je suis le capitaine Lefebvre, du régiment royal. J'espère que nous ne vous dérangeons pas. Pas du tout, capitaine, répondit Jeanne d'une voix qu'elle s'efforça de garder ferme. Qu'est-ce qui vaut honneur de la cavalerie à ma porte? Lefebvre mit pied à terre, suivi de Morel dont les yeux balayaient la propriété avec une suspicion évidente. Nous enquêtons sur des rapports signalant une activité hostile dans la région, expliqua le capitaine. Monsieur Morel ici présent informe que il vous a rendu visite il y a quelques semaines au sujet d'un guerrier blessé ayant échappé à une de nos patrouilles. La prise de Jeanne se resserra sur la crosse de son fusil. Est exact. Ai dit à Monsieur Morel à l'époque que je n'avais vu personne. Morel Avanca, aggressive. Le fait est, Madame Dubois, que nous avons trouvé des traces intéressantes non loin ici. Des empreintes suggérant que quelqu'un boitait en se dirigeant vers le sud depuis cette direction. Il planta son regard dans le sien. Et un de mes hommes a remarqué autre chose quand nous avons fait boire nos chevaux. Des taches de sang sur les rochers près de votre lavoir. Jeanne garda un visage de marbre, bien que son esprit affola. Je me suis coupé en dépçant un lièvre ce matin-là. Si votre homme a vu du sang, c'était sans doute cela. Le capitaine Lefebvre étudia son visage. Madame Dubois, héberger un ennemi de la couronne est une offense grave. Si vous avez aidé ces sauvages, il vaudrait mieux nous le dire maintenant. Je vis seul, capitaine, affirma Jeanne avec force. Je m'occupe de mes affaires et j'attends des autres qu'ils fassent de même. La tension fut brisée par l'appel un soldat sur le flanc de la cabane. Capitaine, ai trouvé quelque chose. Le cœur de Jeanne sombra alors que le soldat s'approchait, tendant une petite pointe de flèche en obsidienne. Celle que Tekoa gardait dans sa bourse et qu'il avait dû laisser tomber durant son séjour. Lefebvre prit l'objet, puis regarda Jeanne avec une suspicion renouvelée. Voudriez vous expliquer ceci, madame? Avant que Jeanne ne puisse répondre, Morel intervint. Je vous l'avais dit, capitaine. Elle les aide. Elle leur donne probablement des informations sur nos mouvements aussi. C'est absurde, protesta Jeanne. Je trouve des douzaines de pointes de flèches sur ma terre. Les tribus chassaient ici bien avant notre arrivée. Le capitaine semblait incertain, mais Morel pressa son avantage. Pourquoi ne pas jeter un œil à l'intérieur? Si elle n'a rien à cacher, elle ne s'y opposera pas. Jeanne savait que refuser ne ferait que confirmer leurs soupçons. Elle n'ayant pas le choix, elle s'écarta, laissant les hommes pénétrer chez elle. Ils fouillèrent minutieusement, renversant ses maigres possessions et examinant chaque recoin. Jeanne observait, les poings serrés, alors qu'ils violaient l'espace privé qu'elle avait partagé avec Tekoa. Après plusieurs minutes tendues, les soldats ressortirent les mains vides. Jeanne autorisa un bref soupir de soulagement. « Satisfait, monsieur Morel ?» demanda-t-elle, incapable de masquer son aigreur. Morel grimaça mais ne dit rien. Le capitaine Lefebvre semblait embarrassé. « Je suis navré pour cette intrusion, Madame Dubois. Il semble que les soupçons de monsieur Morel étaient infondés. » Elle était-il? Aboya Morel. Et ça, alors? Il saisit brutalement le poignet de Jeanne, exposant le bracelet de cuir que Tekoa lui avait offert. Est de ouvrage indigène. Ai vu assez de leurs breloques pour le savoir. Jeanne dégagea son bras un coup sec. Est un cadeau un trappeur de passage été dernier. Ai le droit de porter ce qu'il me plaît. Le capitaine Lefebvre, mal à l'aise, hocha la tête. Monsieur Morel,
je pense que nous avons assez abusé de la patience de Madame Dubois pour aujourd'hui. Mais elle, éleveur-reine, était pas prêt à abandonner. Capitaine, cette femme ment. Mon frère et sa famille ont été massacrés par ces barbares. Si elle les aide, elle est complice. Nous n'avons aucune preuve, coupa Lefebvre. Il se tourna vers Jeanne. Cependant, madame, les temps sont dangereux. Une femme seule est vulnérable ici. Je vous suggère fortement d'envisager de vous replier au fort Saint-Louis jusqu'à ce que ces conflits soient résolus. C'est ma maison, capitaine, répondit Jeanne, la même réponse qu'elle avait donnée à Morel des semaines plus tôt. Je ne l'abandonnerai pas. Lefebvre soupira. Comme vous voudrez. Mais je stationnerai une patrouille dans le secteur pour les prochaines semaines. Pour votre protection, bien entendu. Jeanne comprit, implication. Ils allaient la surveiller. Est très attentionné, capitaine, mais inutile. Néanmoins, insista-t-il. Nous serons à proximité si vous avez besoin d'assistance. Un dernier salut, il ordonna à ses hommes de remonter en selle. Alors que Morel grimpait sur son cheval, il fixa Jeanne un regard glacial. Je vous ai à l'œil, la veuve. Ces sauvages ont tué ma famille, et quiconque les aide ne vaut pas mieux qu'eux. Une fois la troupe disparue, Jeanne effondra sur les marches de son perron, tremblant sous le contre-coup de la peur et de la colère. Le bracelet à son poignet semblait lui brûler la peau, symbole du lien qu'elle avait désormais avec Tekoa et son peuple, un lien qui venait de la placer en grand danger. Cette nuit-là, alors que les premiers flocons lourds de l'hiver commençaient à tomber, Jeanne prit une décision. Si la cavalerie devait patrouiller dans les environs, épiant ses moindres faits et gestes, elle devait être plus prudente que jamais. Mais elle refusait aussi de se laisser intimider et de quitter le foyer qu'elle avait bâti avec son défunt mari. En regardant le feu, Jeanne se surprit à se demander où était Tekoa à présent. Est-ce qu'il avait regagné les siens sains et saufs, si sa blessure avait complètement guéri, et est-ce qu'il pensait parfois à la femme blanche qui avait choisi de le sauver plutôt que de le tuer? Elle ne se doutait pas que leur chemin allait se croiser à nouveau bien plus tôt qu'elle ne l'imaginait, et dans des circonstances qui mettraient à l'épreuve à la fois leur courage et la confiance fragile que qu'ils avaient tissée. Hiver resserra son étreinte sur la frontière. La neige accumula autour de la cabane de Jeanne, et le froid mordant rendait la moindre tâche, comme ramasser du bois, une épreuve. Fidèle à la parole du capitaine Lefebvre, des patrouilles passaient régulièrement près de sa propriété, arrêtant parfois pour assurer de sa sécurité. Jeanne comprenait ces visites pour ce qu'elles étaient réellement. Une surveillance, encouragée par la haine tenace de Morel. Décembre apporta les chutes de neige les plus lourdes de mémoire des hommes. Pendant près d'une semaine, Jeanne fut complètement bloquée, utilisant ce temps pour accommoder des vêtements et lire ses quelques livres à la lueur de l'âtre. Lorsque la tempête se calma enfin, le silence était si complet qu'elle pouvait entendre le son cristallin de la neige glissant des branches de pin. C'était au cœur de ce silence profond que Jeanne l'entendit. Le crissement feutré de pas dans la neige, trop prudent pour être ceux d'un visiteur ordinaire. Saisissant son fusil, elle se déplaça vers la fenêtre, le souffle coupé par ce qu'elle vit. 3 guerriers se tenaient à elle au rais de la clairière, le visage peint pour la guerre. Le doigt de Jeanne se crispa sur la détente. Mais alors, elle reconnut la silhouette derrière eux. Tekoa. Plus maigre que la dernière fois, mais se tenant droit et fort. Pendant un long moment, personne ne bougea. Puis Tekoa avança, les mains levées pour montrer qu'il ne portait pas d'armes. Jeanne hésita, puis posa son fusil et ouvrit la porte. Tekoa, dit-elle, la voix à peine un murmure. Pourquoi êtes-vous revenu? Je dois te parler, répondit-il. Est important. Jeanne jeta un coup d'œil nerveux aux autres guerriers qui observaient avec une méfiance non dissimulée. La cavalerie patrouille dans la zone, avertit-elle. Il vous trouve ici? Nous savons pour les soldats, dit Tekoa. Nous observons depuis plusieurs jours. Ils sont rentrés au fort à cause de la grande neige. Nous venons maintenant car est sûr. Jeanne réalisa qu'il avait raison. La patrouille avait mentionné un repli vers le fort jusqu'à ce que le pire de l'hiver soit passé. Pourtant, cette visite les mettait tous en danger de mort. Entrez, vite, décida-t-elle. Écartant de l'embrasure, elle laissa passer Tekoa. Il parla rapidement à ses compagnons dans leur langue. 2 restèrent dehors, prenant position pour surveiller les alentours. Le 3e, un guerrier plus âgé au trait marqué par l'autorité, suivit Tekoa à l'intérieur. Voici Matowak, présenta Tekoa. Mon père, chef de notre clan. Les yeux de Jeanne écarquillèrent. Elle était en présence d'un chef de guerre, un homme qui avait probablement ordonné des raids, peut-être même tué des hommes de son peuple. Pourtant, il était là, debout dans sa cabane,
la considérant avec une intense curiosité. Mon fils me dit que tu as sauvé sa vie, dit Matoak dans un français surprenant. Là où des autres de ton espèce, elle aurait laissé mourir. Jeanne hocha prudemment la tête. Je ne pouvais pas détourner le regard de quelqu'un qui avait besoin d'aide. Le chef, elle étudia longuement. Étrange femme. Pas comme les autres visages pâles. Il jeta un coup d'œil à son poignet, où elle portait toujours le bracelet. Tu portes la marque de notre famille. Tekoa a eu raison de le donner. Tekaha Savanka. Jeanne, nous sommes venus te prévenir. Les soldats préparent une grande attaque sur notre camp des hivers après la fonte des neiges. Nos éclaireurs ont capturé un soldat il y a 2 jours. Il a parlé avant de mourir. Il a dit qu'un homme nommé Morel les guiderait vers notre camp, là où sont les femmes et les enfants. La nouvelle envoya un frisson à travers Jeanne qui n'avait rien à voir avec le froid. Une attaque de cavalerie sur un camp des hivers serait un massacre. Pourquoi me dire cela? Demanda-t-elle, bien qu'elle suspectât déjà la réponse. Morel te soupçonne, répondit Tekoa. Il surveille ta cabane. Si elle attaque à lieu, il te blâmera pour avoir aidé l'ennemi. Tu es en danger. Jeanne se laissa tomber sur une chaise, le poids de la situation écrasant. Que voulez-vous que je fasse? Matoak et Tekoa échangèrent un regard. Ce fut le chef qui répondit, « Viens avec nous. Quitte cet endroit. Les soldats brûleront la cabane de toute façon quand ils la trouveront vide. Ils accuseront un raid des nôtres. Il faut partir. » Jeanne regarda autour d'elle, ce foyer qu'elle avait bâti, l'endroit où vivait la mémoire de son mari. « Je ne peux pas tout abandonner. »« Si tu restes, tu meurs, » dit Matoak brutalement. « Morel ne laissera pas vivre une femme qui aide les Indiens. » Jeanne savait qu'il disait vrai. La haine dans les yeux de Morel lorsqu'il avait découvert le bracelet était sans équivoque. « Où irai-je » demanda-t-elle. « Je ne peux pas vivre avec votre peuple. Je n'y ai pas ma place. Pas plus que Tekoa en aurait dans une ville de colons. » Fort St. Louis, Sugra Tekaha. À 3 jours de cheval vers le sud. Est un commandement différent, ils ne te connaissent pas. Tu peux commencer une nouvelle vie. Jeanne considéra l'idée. Fort Saint-Louis était assez loin pour que l'influence de Morel ne l'atteigne pas. Était un endroit où une veuve pouvait trouver du travail et la sécurité parmi les siens. Il me faut du temps, dit-elle finalement, pour rassembler ce que je peux emporter. Matoak Acquiesca. Nous aidons un jour, puis nous guidons vers le sud. Nous nous assurerons que tu atteignes le fort saine et sauve. Elle offre surpris Jeanne. Pourquoi feriez-vous cela pour moi? Je ne suis qu'une femme qui a aidé votre fils. Le visage buriné du chef adoucit légèrement. Une bonté en appelle une autre. Tu as sauvé mon fils, je te sauve. L'équilibre est maintenu. Cette nuit-là, tandis que Matoak et un guerrier montaient la garde dehors, Tekoa aida Jeanne à préparer son départ. Ils emballèrent que essentiel. Des vêtements, de la nourriture, les livres de médecine de son mari et quelques trésors qu'elle ne pouvait supporter de laisser derrière elle. Je n'aurais jamais cru quitter cet endroit, admit Jeanne en enveloppant un petit portrait de son époux dans un tissu doux. Était notre rêve. Tekoa arrêta dans sa tâche. Les rêves changent comme la rivière change de lit. Nouveau chemin, même eau. Jeanne sourit à la sagesse de ces mots. Votre français est amélioré. J'y ai pratiqué avec les mots que tu m'as appris, répondit-il avec une pointe de fierté. Je me souviens de tout. À l'approche de l'aube, Jeanne jeta un dernier regard à la cabane. Chaque coin portait un souvenir. Le rire de son mari près du feu, la première miche de pain cuite dans le four, l'endroit où Tekoa avait blessé. Tout cela allait être perdu. Une autre victime un conflit sans fin. Il est temps, annonça Matoak depuis la porte. Le cœur lourd, Jeanne monta sur le cheval qu'ils avaient amené pour elle. Alors que l'île éloignait, elle se retourna une seule fois, gravant l'image dans sa mémoire. La petite structure de bois se dressant seule contre l'immensité blanche de la prairie. Ils voyagèrent vers le sud pendant 2 jours, se déplaçant avec précaution pour ne laisser aucune trace visible. Les guerriers savaient dissimuler leur passage, utilisant les ruisseaux gelés et la roche. Au matin du 3e jour, ils atteignirent une crête surplombant une large vallée. Au loin, le drapeau flottait sur les murs de Fort Saint-Louis. Nous n'allons pas plus loin, dit Matoak en désignant le fort. Ici, tu voyages seul. Jeanne comprenait, des guerriers approchant un fort seraient abattus à vue. Elle se tourna pour les remercier, sentant l'insuffisance des mots. Je ne sais comment vous payer de retour, dit-elle simplement. Matoak secoua la tête. Pas de dette. L'équilibre est restauré.
Il talonna sa monture et s'éloigna, lui laissant un moment seul avec Tekoa. « Que arrivera-t-il à votre peuple » demanda Jeanne. « Si elle attaque vient, nous levons le camp ce soir, elle assura Tekoa. Nous allons plus loin dans le territoire. Les soldats ont peur de suivre là-bas. Nous serons en sécurité. » Le soulagement inonda Jeanne. Au moins, son avertissement leur avait donné le temps de fuir. « Nos chemins ne se croiseront peut-être plus jamais, » dit-elle, soudain consciente de l'étrange amitié qui s'était formée entre eux, une amitié qui avait changé leur de vie. Tekoa tendit la main et effleura le bracelet à son poignet. Les chemins sont comme les ruisseaux. Parfois ils se séparent, parfois ils se rejoignent. Qui peut dire où elle eau coule? Jeanne sourit à sa philosophie. Soyez prudent, Tekoa. Toi aussi, Jeanne Dubois. Femme qui a sauvé ennemi et trouvé ami. Sur ce, il fit tourner son cheval et rejoignit son père, disparaissant dans ce paysage que qu'il connaissait si intimement. Jeanne regarda jusqu'à ce que qu'il soit hors de vue, puis pressa sa monture vers le fort et la nouvelle vie qui elle y attendait. Tandis qu'elle chevauchait, Jeanne réfléchit à elle extraordinaire enchaînement des événements qui avaient débuté par elle effondrement un homme blessé à sa porte. Elle avait fait un choix ce jour-là, voir elle humanité chez quelqu'un qu'on lui avait appris à craindre. Ce choix lui avait coûté la maison qu'elle aimait, mais lui avait donné quelque chose de peut-être plus précieux. La certitude que même dans les temps de conflits amers, la compassion pouvait jeter un pont au-dessus des fossés infranchissables. Le bracelet de Tekoa resterait à son poignet pour les années à venir. Un rappel que parfois, elle acte le plus courageux n'est pas de prendre les armes, mais de mettre de côté la peur pour reconnaître l'humanité commune qui nous unit tous. Devant elle, les portes de Fort Saint-Louis étaient ouvertes, offrant un sanctuaire et la promesse d'un nouveau départ. Jeanne redressa les épaules et avança, emportant avec elle non seulement les quelques biens sauvés, mais aussi la sagesse acquise une amitié improbable, forgée dans le creuset d'une frontière en guerre.